Nous recevons Stéphane Patrice, c'est bien ça, Stéphane, professeur de philosophie. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel de la nation. Et quand je dis nation, je ne pense pas systématiquement au Sénégal, je pense à l'humanité entière. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler philosophie avec vous. Alors effectivement, donc je vais traiter aujourd'hui la question de la folie par rapport aux deux programmes pour les élèves de classe de terminale, à la fois pour le programme français et pour le programme sénégalais. Ça correspond aux notions la conscience et l'inconscient. Et l'objectif du cours, pour aller à l'essentiel, c'est de montrer que l'inconscient existe bel et bien contre l'avis de certains philosophes, notamment Jean-Paul Sartre, qui a beaucoup critiqué donc cette notion et dont les enseignants en terminale traditionnellement se servent pour faire une partie du cours. Et il y a aussi une autre partie du cours qui est en général consacrée à la psychanalyse freudienne. Freud qui a montré donc comment l'inconscient était donc une réalité psychique au cœur de chaque individu et que cet inconscient psychique individuel était tressé par les relations familiales. Alors moi je vais d'emblée m'attaquer à ce qui pourrait être une troisième partie, une troisième étape sur cette réflexion sur l'inconscient, en convoquant des philosophes comme Michel Foucault et par la suite Gilles Deleuze. Et l'objectif ce sera de dire que l'inconscient n'est pas une illusion, n'est pas de l'ordre de la mauvaise foi comme le prétendent les existentialistes. L'inconscient n'est pas qu'une réalité psychique d'ordre familial, voire familialiste, comme le propose la psychanalyse, mais que l'inconscient est véritablement polymorphe et qu'il touche donc toutes les sphères du savoir et toutes les pratiques sociales, économiques, politiques, historiques, artistiques. Alors pour cela, je vais présenter donc ce livre de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, qui correspond à sa thèse produite en 1961. Alors en résumé, on pourrait dire que Michel Foucault propose 5 étapes sur cette question de la folie. Il y aurait 5 définitions successives de la folie qui apparaissent dans l'histoire. Alors les périodes qui sont proposées, c'est d'abord le Moyen-Âge, c'est-à-dire avant l'âge classique, puis l'âge classique avec précisément donc le XVIIe siècle, ensuite le XIXe siècle, ensuite le XXe siècle dans sa première partie, dans sa première moitié, et ensuite la thèse de l'auteur, ce sera le 5e point développé en 1960-61. Avant de donner donc la première définition que propose Michel Foucault de la folie au Moyen-Âge, je voudrais donner une précision donc pour les élèves qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est d'abord que non seulement Michel Foucault va proposer différentes définitions de la folie, mais il va aussi proposer les attitudes concrètes, les attitudes pratiques que ces définitions, à chaque fois, vont générer au sein de la population, de la part de ceux qui ne se reconnaissent pas, eux, comme fous, à l'égard de ceux qu'ils identifient comme fous. Alors, première définition de la folie, au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, selon Michel Foucault, le fou, c'est celui qui pense peu. Il est défini comme celui qui pense peu, c'est l'idiot, le simple d'esprit, l'idiot du village. Donc il raisonne un peu comme nous, et en ce sens, il est socialisé. La conséquence concrète et pratique, c'est qu'il est socialisé. Donc il vit parmi nous dans la cité. Deuxième définition de la folie, donc qui apparaît, donc c'est le titre du livre de Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique. C'est le point central du livre. C'est là où c'est à ce moment-là que tout bascule et qu'on entre dans ce que Michel Foucault a appelé le grand enfermement. À partir du XVIIe siècle, à partir de l'âge classique, on change notre définition de la folie. Dorénavant, la folie va être définie comme, le fou va être défini comme celui qui ne pense pas. Ce n'est plus celui qui pense peu, c'est dorénavant celui qui ne pense pas. Et à partir de là, la conséquence, ça va être l'exclusion. On va enfermer le fou. On va d'abord l'enfermer dans des lieux qui étaient précédemment destinés donc aux grandes épidémies de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et puis on va l'enfermer aussi dans ce qu'on appelle alors au XVIIe siècle l'hôpital général, qui n'a rien à voir avec les hôpitaux médicalisés que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est des hôpitaux où on met un peu donc tous ceux qui dans la société sont soit malades, soit mendiants, soit vagabonds, soit un peu un lieu d'exclusion. Et au XVIIIe siècle, même parfois, lorsque les hôpitaux seront pas trop accessibles pour les fous, on pourra mettre les fous en prison, dit Michel Foucault.
Et troisième définition de la folie, donc au XIXe siècle. Au XIXe siècle, avec la naissance de la médecine moderne, de la chimie, et de la psychiatrie, on va définir dorénavant le fou d'une nouvelle manière. Le fou, ce sera celui qui pense mal. Alors récapitulons, il pense peu au Moyen-Âge, il ne pense pas, définition de l'âge classique. Troisième définition, au XIXe siècle, avec la naissance de la médecine et de la psychiatrie, c'est celui qui pense mal, c'est-à-dire que la folie est vue comme un mal, une maladie, une pathologie. La conséquence concrète, la conséquence pratique, c'est que le fou, on va continuer à l'exclure et à l'enfermer. Et dorénavant, on va créer pour lui un lieu qui va lui être spécifiquement destiné, c'est la naissance de l'hôpital psychiatrique, de l'asile. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette troisième définition de la folie, le fou qui pense mal, est plus proche de la première définition au Moyen-Âge, le fou qui pense peu, que de la deuxième proposée à l'âge classique, le fou c'est celui qui ne pense pas, et cependant, au niveau des conséquences pratiques, des conséquences concrètes, on l'enferme avec cette troisième définition de la folie, comme on l'enfermait avec la deuxième définition. Quatrième définition de la folie avec la psychanalyse au XXe siècle, première moitié du XXe siècle, s'amorce une nouvelle définition de la folie. Le fou, c'est celui dorénavant qui pense différemment. Il pense différemment, et c'est vrai que l'ambition de Freud, c'était d'avoir, de tenter de resocialiser donc les fous, de soigner la maladie mentale et de faire en sorte que chacun puisse retrouver donc le chemin qui permet une nouvelle socialisation. Mais du point de vue de Michel Foucault, la psychanalyse a manqué son objectif parce que, selon lui, selon ce philosophe, la psychanalyse pactise avec l'ordre social bourgeois. Car à trop mettre l'accent sur des causes familiales, sur des explications familialistes des maladies, des problèmes psychiques ou de la maladie mentale, aux yeux de Michel Foucault, on évacue, on exclut, on passe sous silence, on cache, on masque des causes qui sont parfois des causes sociales, économiques, politique et historique dans le sens non pas de la simple histoire familiale qui avait intéressé Freud, mais de la grande histoire des royaumes, des peuples, l'histoire économique et politique. Alors, cinquième définition de la folie, c'est celle qu'esquisse Foucault à la fin de son livre. C'est une idée, donc c'est une grande idée foucaldienne. Le fou, ce n'est plus celui qui pense peu. Ce n'est plus non plus celui qui ne pense pas, ce n'est plus celui qui pense mal, ce n'est plus celui qui pense différemment. Dorénavant, le fou, c'est celui qui pense trop. Voilà, donc pour Michel Foucault, le fou, c'est celui qui pense trop et c'est celui qui est assailli par des pensées lorsque comme nous sommes surmenés, surchargés de problèmes qui assaillent notre esprit et nous ne savons plus quelle question et quel problème aborder, quel problème traiter, et donc on est noyé par tous ces problèmes qui vont nous assaillir. Et cet excès de pensée, c'est ce qui produit pour le fou, ce grand effondrement et cette grande souffrance, cette grande blessure qui affecte l'individu. Alors, dernier point, avant de passer au second livre que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que à la fin de l'histoire de la folie à l'âge classique, Michel Foucault indique précisément qu'il y a une proximité entre le fou et le génie. Effectivement, il y a une proximité entre le fou et le génie, selon lui, parce que tous les deux pensent beaucoup, tous les deux donc sont pleins d'idées, pleins de pensées, mais d'un côté, le fou, c'est celui qui est passif à l'égard de ses idées et de ses pensées, c'est-à-dire qu'il va les subir et qui ne va pas réussir à les porter ni à les organiser et les agencer pour produire une œuvre. C'est pour ça que Michel Foucault dit que la folie, c'est l'absence d'œuvre. Et cette formule très poétique qui advient à la fin de l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault, elle est très poétique. La première fois que j'avais lu le livre, elle m'avait paru aussi très énigmatique. Mais en fait, c'est très simple. La folie comme absence d'œuvre, c'est justement ce désœuvrement, c'est l'impossibilité d'agir, d'être dans la vie quotidienne, dans la vie concrète, dans les relations sociales avec les autres. Alors, il y a une proximité avec le génie, je termine là-dessus. Le génie, au contraire, lui aussi, il est plein d'idées, plein de pensées, mais lui, il sait
les porter, ces idées, les comprendre, mais aussi les agencer, les organiser pour produire une œuvre. Alors ça peut être une œuvre d'art, magistrale, comme la fameuse bataille de San Romano du peintre italien Paolo Uccello, mais ça peut être aussi une œuvre qui est celle de l'ingénieur en génie civil, par exemple, faire des ponts fabuleux pour réunir deux rives. Donc c'est aussi ça, donc le génie. Alors je vais à présent aborder donc le deuxième livre. Monsieur Patrice, avant d'en arriver au deuxième livre, vous avez eu à présenter différentes définitions extraits du livre de Foucault. Est-ce que quelque part il n'y a pas cette notion d'exclusion qui revient pratiquement dans toutes les définitions? Alors tout à fait. C'est le dénominateur commun de toutes les définitions finalement. Exactement. Alors sauf la première définition, au Moyen Âge, le fou il est socialisé parce que justement on considère que c'est celui qui pense peu. Donc comme nous, il pense et donc il est intégré dans notre commune humanité. Mais vous avez tout à fait raison de le dire, à partir du XVIIe siècle, et c'est tout l'enjeu du titre du livre de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, eh bien à partir du XVIIe siècle se produit ce qu'il appelle le grand enfermement, et donc on va exclure, enfermer systématiquement. Et la deuxième définition conduit à l'enfermement, la troisième définition conduit aussi à l'enfermement, et la quatrième définition psychanalytique, eh bien, elle conduit aussi à l'enfermement, selon Michel Foucault. Et alors, échappe à cet enfermement, peut-être, l'idée que propose à la fin de son livre Michel Foucault, le fou comme celui qui pense trop. Donc il y a une certaine ouverture sur le monde. Voilà, complètement. Et c'est ce qu'on va voir avec le livre qui va suivre. Allez-y. La transition est toute trouvée, je pense. Merci Astou. Merci. Alors le second livre, c'est justement le livre de Gilles Deleuze. Alors on a mis la photo de Gilles Deleuze, mais il l'a en fait coécrit. C'est un livre qui est écrit à deux avec le psychanalyste Félix Guattari. Donc ce grand philosophe aussi qui succède à Michel Foucault, il produit ce livre avec Guattari et ce livre est publié en 1972, donc une dizaine d'années après le livre de Michel Foucault. L'Anti-Oedipe a pour sous-titre Capitalisme et schizophrénie. Peut-être quelque part inspiré de Foucault? Alors complètement. Alors merci. Donc on va faire le résumé en quelque sorte à deux, Astou. Vous avez tout à fait. Je vous en laisse le soin. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Je suis pas philosophe. Mais en tout cas, vous êtes très intuitive et c'est parfait. On peut dire effectivement, pour aller donc dans votre sens, Astou, que l'Anti-Oedipe commence là où s'achève le livre de Michel Foucault. C'est-à-dire Gilles Deleuze et Félix Guattari vont reprendre à leur compte cette belle idée de Michel Foucault qui considère à dire que le fou, c'est celui qui pense trop. Et ils partent de là en quelque sorte et ils vont développer, déplier cette idée dans l'ensemble de leur livre, alors que chez Foucault, c'était simplement une idée qui n'était pas développée, qui était présentée à la toute fin de l'ouvrage. Alors c'est effectivement, vous avez raison, l'enjeu du livre de Deleuze et Guattari. Alors, pour dire les choses simplement, et pour appuyer donc votre remarque, Astou, effectivement, avec le sous-titre « Capitalisme et schizophrénie », c'est une manière de dire que la folie, ce n'est pas nécessairement la folie de l'homme, c'est-à-dire la folie d'un homme, une folie individualisée, comme on tend trop souvent à le faire donc, dans le monde libéral qui est le nôtre, avec la montée en puissance de l'individualisme. Donc on individualise les problèmes et ça évite de voir donc la complexité donc du problème et cet art, comme l'avait dit notre inspecteur au début de l'émission, de faire donc tous les liens pour comprendre la complexité, soit d'un discours, d'un texte ou du monde lui-même. Alors capitalisme et schizophrénie, c'est une manière de dire que la folie, c'est aussi la folie du monde, avant d'être la folie d'un homme et d'un individu. C'est aussi la folie d'un système, c'est aussi la folie donc d'un certain type d'organisation économique. C'est aussi ce que sous-entend donc le sous-titre de l'Anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie. Bon, alors là, on n'a pas le temps d'entrer dans la question de ce qu'est le capitalisme. Je voudrais poser juste une question par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Est-ce que l'expression d'une défiance face au service d'ordre ou l'expression d'une défiance face aux gestes barrières peut être considérée comme l'expression d'une folie ou le désir de pouvoir?
Ah oui, non, c'est là c'est sans doute pas l'expression donc d'une folie. Hein. Donc ces actes d'insoumission, il faut sûrement pas donc les cautionner. Au contraire, donc là on a tous à agir donc collectivement pour lutter contre cette pandémie, pour préserver donc nos proches, nous-mêmes et l'humanité et la société dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je reviens donc à ce livre pour Gilles Deleuze et Félix Guattari. Alors, je ne vais pas évoquer la question de la schizophrénie, je vais évoquer donc une autre pathologie qu'ils évoquent dès le début de leur livre, c'est la question de l'autisme. Ce sera plus simple que de prendre la schizophrénie. Alors, ils prennent l'autisme d'abord en tant que mot, en tant que nom. Et l'autisme est formé à partir donc de auto, c'est-à-dire soi-même, avec le suffixe isme qui est censé indiquer un excès. Et ils indiquent qu'on a souvent considéré que l'autiste c'était celui qui était excessivement lui-même. Et du coup, on peut dire que l'autiste, ça peut être aussi l'emblème de la folie en général. La manière populaire de voir la folie, c'est de considérer que le fou, il est coupé du monde, dans son monde, dans sa bulle, à l'écart des autres. Et donc le mot autisme vient appuyer ce préjugé qui considérait la pathologie mentale comme une coupure, une frontière entre l'individu et le monde. Alors que pour Deleuze, c'est tout le contraire qui est vrai. La folie d'une part et l'autisme d'autre part, eh bien, sont à l'inverse de cette représentation populaire, sont au contraire une hypersensibilité et une hyperprésence au monde. Il y a une question rhétorique que pose Deleuze, c'est comment peut-on s'autoriser à qualifier d'autistes des individus qui sont proches du réel à un point insupportable. Et justement, donc, cette sorte de carapace qu'on peut voir donc chez les autistes ou chez les fous, cette apparente insensibilité, hein, lorsque nous avons nous-mêmes un parent, un enfant autiste, on a parfois du mal à entrer en contact avec eux, on croit qu'ils sont blindés et carapacés, eh bien c'est souvent la manifestation, c'est le point de vue de Deleuze et de Guattari, d'une hypersensibilité, d'une hyperfragilité. C'est-à-dire que le fou, en ce sens, il est écorché vif, il est à fleur de peau, et tous les maux du monde, MAUX, viennent l'affecter, le blesser, le violenter, le contaminer. Donc la folie, c'est jamais une question individuelle, en quelque sorte, hein, c'est toujours une question sociale, une question politique et une question qui touche le monde lui-même. C'est une forme de protection. Alors c'est une protection par défaut, alors qui ne protège... C'était entre guillemets de vivre en marge de la société pour se protéger de la société, peut-être. Tout à fait, exactement. Oui. Je crois que ça conclurait très bien donc sur ces deux livres. Je pourrais poursuivre encore, hein, mais le temps nous est compté, je crois. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est une forme de protection à ce tout, même si cette protection ne protège pas tant que ça, puisque la folie, malgré tout, c'est une souffrance. Et on a souvent accusé ces auteurs, Michel Foucault d'une part, ou Gilles Deleuze et Félix Guattari, d'esthétiser la folie, de faire l'éloge de la folie, un éloge moderne de la folie, alors que pas du tout. Ils ont tout à fait conscience que la folie, c'est l'effondrement, c'est une violence aussi que l'individu peut exercer contre lui-même. Non seulement le monde alentour exerce une violence sur l'individu, mais l'individu se l'approprie et continue donc à se violenter lui-même. Est-ce qu'un élève qui veut continuer un parcours avec toi, Stéphane, peut retrouver ces questions de philosophie dans un ouvrage? Alors prochainement, donc au mois d'août, va paraître en France donc un manuel de philosophie où ce cours par exemple sera présent. Et c'est un livre qui aura pour titre Éclat de philosophie, éclat au pluriel, philosophie au pluriel. Et c'est un livre qui est publié par les éditions Grand Vaux en France, donc à paraître en août prochain, et qui correspond aux 17 notions du nouveau programme voulu par le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Donc 17 notions que je vais traiter en 12 chapitres sous forme de dissertation. Merci. Et alors, il faut préciser que le programme français
celui de cette année comme celui qui rentre en application l'année prochaine est assez proche du programme sénégalais. Hein, il y a beaucoup de notions en commun et bon, les intitulés des notions à traiter changent sensiblement, mais fondamentalement ça revient largement au même. Finalement. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Patrice. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, mais aussi essayiste et il y a un livre à paraître. Donc, chers apprenants, bientôt, ils auront la possibilité d'enrichir leur bibliothèque personnelle avec ce nouveau livre de monsieur Stéphane Patrice. En tout cas, merci beaucoup. Et docteur Massamba, je suis tentée de dire vive la diversité.